Le monde de François Reny, une présentation du Voyagiste de Québec. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec et de partout dans le monde, voici François Reny. Bonjour, mesdames, messieurs, comment allez-vous? Heureux de vous retrouver. Cette semaine, on va parler avec Rick Hughes, le frère de Loulou. Alors, très contemporain, c'est d'ailleurs le titre de son album. Il a des chansons en anglais, mais il en a aussi en français. C'est un gars très dynamique. C'est dans la foulée des Dan Bigra, des Lapointe, de Jerry Boulet, de ces rockers. Mac Pagliaro pourrait faire partie de ces gens-là également. Donc, on est très actuel avec Rick Hughes, qui sera notre invité dans un moment. Mais je voulais prendre quelques instants, parce que notre émission, c'est aussi mes souvenirs. Le monde de François Reny, c'est aussi un petit peu de nostalgie. Et j'ai trouvé, personnellement, parce que j'étais en convalescence pendant ces journées-là, à la fin de la dernière année, puisqu'elle est morte le 28 décembre 2025. Je parle de Mme Brigitte Bardot, évidemment. Et née en septembre 1934, elle meurt à 91 ans. Et j'étais à la télévision du Québec, en convalescence, donc j'ai regardé beaucoup les séries, les émissions de télé, etc. Et ça, je fus très surpris du peu d'intérêt que les différentes émissions de télé, les bulletins de nouvelles, les émissions spéciales, voire même une seule, je pense à RTV, a parlé de la carrière d'une des plus grandes actrices françaises, certainement une des plus célèbres. Et comme j'ai eu l'occasion de la rencontrer à 4 reprises pour des entrevues, et que j'ai été fasciné, jeune homme à l'époque, imaginez, quand elle tourne en 56 avec Roger Vadim, et Dieu créa la femme, qui fait le tour du monde, elle devient une icône, encore plus que Marilyn Monroe, plus belle, plus jolie, surtout pour nous, les Québécois qui aimaient plus les styles, en tout cas, dans mon cas, jeune homme encore, dans la petite adolescence, c'était un fantasme pour nous, Brigitte Bardot. C'est une femme incroyable. Elle a été, en 1960, décrétée la femme, la plus belle femme du monde. C'était quelque chose. À l'époque où j'ai commencé à la suivre, elle sortait avec Gilbert Bécaud. Elle avait même chanté avec lui, parce qu'elle a fait une carrière, très grande carrière, une 50aine de films, des films très payants également. Elle a pu prendre sa retraite à 42 ans. Alors, elle a commencé très jeune, 17 ans. Elle va rencontrer Gilbert Bécaud, un de ses premiers amoureux, et il va même faire une chanson avec elle. Alors raconte un clip où on la voit avec Bécaud. Plus tard, Sacha Distel va rentrer dans sa vie. Lui va servir d'elle plus. C'est-à-dire que Bécaud était connu lorsqu'il présente Brigitte, mais Brigitte est déjà très populaire quand elle est avec Sacha Distel, qui devient une superstar, vraiment une grande vedette, instantanément. Alors évidemment, elle a joué beaucoup sur son sex appeal. Elle a été une femme craquante, une fille fatale, un fantasme pour les gens de sa génération. Et elle joue partout dans le monde entier. Mais quelle vie triste, Brigitte Bardot, quand on y pense. Lors d'une entrevue, elle me raconte quelques anecdotes de sa vie. Moi, je l'ai rencontrée, donc, très peu de fois. C'est la première fois que je la rencontre. Dans les années 80, à l'occasion, elle fait une conférence de presse à Paris, et je suis là-bas, et elle parle de la fondation Brigitte Bardot. À ce moment-là, elle est déjà... elle a déjà son franc-parler. C'est une fille qui n'avait pas peur de ses opinions, politiques également. On a moins suivi ça ici, de gauche, de droite, de milieu, je ne sais pas quoi. Amie de tous les présidents, amie d'hommes d'affaires, plusieurs mariages. Pourquoi j'ai dit une vie triste? C'est parce que on ne peut pas être un sexe symbole et puis plaire à tout le monde. Alors, quand je la rencontre, je suis estomaqué parce qu'elle me dit en entrevue. Elle voulait faire de l'argent, elle voulait être connue rapidement.
Elle s'est fait faire des guet-apens par plusieurs hommes. À 17 ans, un premier avortement qui s'est très, très mal passé en Suisse, illégal à l'époque. Et puis un deuxième, et finalement, quand elle tombe enceinte de son mari Jacques Charrier, c'était en 1980. Et elle n'était pas due pour être mère. Elle ne voulait pas. Elle a même dit publiquement, « Je n'aurais jamais dû, je ne voulais pas avoir d'enfant. » Si bien que le fils, Nicolas Charrier, qu'elle a eu avec Jacques, donc son mari, va aller devant les tribunaux et même obtenir un montant d'argent pour un genre de diffamation en quelque sorte, ou une déclaration d'une maman qui dit « Je n'aurais jamais voulu avoir d'enfant ». À partir de ce moment-là, lui qui allait à la Madrague la voir de temps en temps, parce qu'il était élevé par son père, puis par ses demi-sœurs, les cousines également. Et parce que Charrier, lui, s'est remarié après. Alors, il alla voir sa mère jeune, un petit peu. Ça ne se passait pas si bien. Et après cette déclaration, il n'y retournera plus jamais. Et quand vous pensez que jusqu'à la fin, on a dit qu'il ne sera jamais là, au funérailles le 7 janvier dernier, eh bien, imaginez qu'il est venu. Il se présente aux obsèques de sa mère et il doit se présenter, dire « Attention, là, je ne suis pas sur la liste des 407 personnes, mais oui, je suis le fils. » Quand même quelque chose. Vous vous présentez aux funérailles de votre mère, qui est célèbre dans le monde entier, et vous devez vous présenter quasiment carte avec photo à la main pour dire « C'est moi, Nicolas Charrier, son seul fils. » C'est incroyable pareil, mais c'est vrai, c'est arrivé. Des histoires comme ça, je peux vous en rencontrer plein sur Brigitte Bardot. Elle-même m'en avait raconté une un jour. Elle est dans son appartement. Elle tourne justement les films où elle était la plus populaire au début des années 60. Et elle demeurait dans son appartement à Paris, dans le 16e, où il y avait, et ça arrive souvent à Paris, dans les salles de bain, il y a comme une trappe, si vous voulez, une fenêtre plafond pour sortir sur le toit de Paris si il y avait une urgence. Quand elle arrive du tournage, elle est partie tôt le matin, revient le soir, elle voit que ça a été ouvert et laissé fermer, le carré en haut, un carreau dont elle ne touchait jamais. Alors on fait venir la police et puis elle a dit j'ai dû être volé, cambriolé aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est rentré dans l'appartement. Donc on voit par le carreau plafond que quelqu'un est venu. Effectivement, est-ce qu'il vous manque des bijoux? Est-ce qu'il y a des choses importantes? Alors, ils font l'inventaire de tout ça. Il ne manque à rien, sauf la brosse à dents. Et peut-être un sous-vêtement de Brigitte Bardot, un maniaque. Il rentre, il sait où demeure Brigitte, il rentre par le carreau en haut, rentre dans l'appartement, il ne vole aucun bijou, rien d'autre, il repart avec sa brosse à dents et un slip, une petite culotte. C'est quand même traumatisant. Il aurait pu prendre toutes les richesses de l'appartement. Comme quoi, n'importe qui pouvait s'approcher de Bardot. Elle devait toujours être surveillée. Un jour, elle mange seule dans un beau restaurant de Paris, au Café de la Paix, place de l'Opéra. Je mets mes deux mains comme ça sur la table volontairement parce que elle est après à manger tranquille. Puis il y a une femme qui la regarde, mais vraiment, elle a l'air à la détester. Elle la regarde bizarrement. Et finalement, elle se lève, elle a la fourchette à la main, puis elle dit « Des femmes comme vous, ça n'aurait jamais dû naître. » Et elle pique la fourchette dans la main de Brigitte, qui réussit à peine de l'enlever, juste pour dire qu'elle n'est pas fatalement blessée, en plein restaurant de Paris, par une femme qui a tout simplement pris panique, tellement elle haïssait Bardot, parce qu'elle représentait le sex symbole, elle représentait les fantasmes des hommes de son époque, etc. C'est des anecdotes incroyables. Les faire raconter 50 ans après, c'est rien. Mais les vivre et savoir qu'elle ne peut pas aller nulle part quand elle est enceinte de son fils. Tout le monde sait où demeure Bardot, évidemment. Il y a tellement de monde, les paparazzis, parce qu'on la surveille sortant de son appartement pour se rendre à l'hôpital.
accoucher de son fils. Elle ne pouvait pas sortir de chez elle sans créer émeute au moment où il lui restait quelques minutes à peine pour accoucher de son enfant, de son fils. C'est incroyable de vivre des choses comme ça. Si vous lisez les biographies écrites sur Bardot, peut-être cette anecdote sera-t-elle racontée. Mais il y en a d'autres, il y en a eu plein. Moi, j'ai rentré donc une fois à Saint-Tropez, une fois pour la Fondation à Paris. Et puis, l'autre fois, au téléphone, parce qu'elle en avait assez des Canadiens, et puis elle a fait une émission, peut-être une entrevue de 20 minutes à la radio, ça avait été superbe. Au point de vue code d'écoute, ça avait été assez extraordinaire. Puis une autre fois, il me permettra, par amitié, mon ami Marcel Pelchat, coiffeur de Québec. Brigitte, pour avoir encore plus d'argent pour sa fondation, avait décidé de tout vendre ses bijoux et des choses de valeur. Elle a fait un encan. Elle l'a vendu aux enchères dans le monde entier. Et parmi les acheteurs, il y a eu Marcel Pelchat. C'était gardé très secret. Moi, je l'ai vu, le bracelet, évidemment. Je ne sais pas si M. Pelchat, coiffeur, l'a encore en main. Mais à l'époque, par téléphone, il avait fait ses petits bits. Hein. On fait des enchères au téléphone par une grande maison d'Ancan à Paris. Et il y avait les bijoux de Brigitte Bardot. Vraiment de tous les prix, des robes, tout ce qui avait de la valeur, elle le vendait à l'Ancan et elle gardait l'argent pour la Fondation Brigitte Bardot, pour les animaux. À ce moment-là, on est dans les années 80, au début de sa fondation. Et Marcel a réussi à acheter le bracelet. C'était un bracelet en ivoire avec du bleu, si ma mémoire est bonne, qu'il avait payé 5 000 $. Et il s'était porté acquéreur de ce bijou extraordinaire qu'on avait finalement un jour sur les émissions de télévision de l'époque que j'avais présenté parce que c'était un bijou, un bracelet personnel de Mme Brigitte Bardot que lui avait acheté aux enchères pour la Fondation d'animaux. C'est incroyable, une vie comme Brigitte Bardot, qui a vécu la majorité de sa vie avec les animaux. D'ailleurs, elle disait, plus je connais les hommes, et mieux j'aime vivre avec mes animaux. Et nous autres, quand on y allait à Saint-Tropez, j'emmenais les gens à la Madrague, sa maison, là-bas, pour leur montrer ça, parce que j'ai emmené souvent des groupes sur la Côte d'Azur. Et puis, c'était tout barricadé, on ne pouvait plus rentrer à l'intérieur ou sur les côtés ou risquer de voir Mme Bardot. Alors, tout le monde exploitait à sa façon. Il y avait un gars qui avait des chaloupes. Parce que par la mer, si on contourne par la mer, on peut arriver devant la propriété de Brigitte et puis voir, si vous voulez, sa cour en arrière de la propriété au bord de l'eau. Alors lui, il vendait tout simplement des passes pour monter à bord de la chaloupe et il faisait la tournée pour passer devant la maison de Brigitte Bardot, côté la mer, et puis de l'océan, de la Méditerranée, voir tous les animaux, je vous dis, là, il y avait des chèvres, il y avait des poneys, des chevaux, des chiens, des chats, par dizaines. Elle gardait tous ces animaux-là sur son terrain. Et puis, on voyait ça par la mer. Et puis moi, en bon client ou en bon accompagnateur, on rêvait à ces époques-là de voir la maison de Brigitte Bardot. Alors, c'est la façon qu'on faisait. On louait la chaloupe et puis j'emmenais mes gens voir la Madrague depuis l'extérieur. Alors, tout ça pour vous dire qu'on aurait tellement pu raconter des choses extraordinaires parce qu'elle n'était pas belle et craquante. Elle a été une grande actrice et elle a fait des bons films également. Quand elle est arrivée à New York la première fois, elle était tellement populaire, Brigitte Bardot, qu'il y a eu des émeutes à l'aéroport, tellement les journalistes américains voulaient la voir, la photographier et créer carrément une émeute autour d'elle. Alors, il y a des choses incroyables qui auraient pu être racontées sur elle. Je n'ai pas plus de temps de le faire que maintenant, mais je voulais prendre un peu de temps parce que c'est la nostalgie aussi et les souvenirs de notre émission. Et comme je garde des quelques minutes passées à sa compagnie, des moments extraordinaires, puis moi, je l'ai connue très vieille, très plissée, très ridée, il n'y a eu aucune opération, elle n'a jamais voulu changer son visage. Elle a terminé sa vie avec une canne sans aucune autre amélioration physique. C'était voulu.
Je ne l'ai pas vue belle et extraordinaire, sauf dans les films ou dans les magazines. Mais j'en garde un souvenir impérissable. Et je trouve dommage qu'on n'en ait pas parlé plus au Québec. En France, oui, on l'a fait, mais j'espère que je l'ai un peu réhabilité dans votre idée, dans votre mémoire, des gens pour qui Brigitte Bardot, ça ne disait rien, ou qu'ils ne savaient pas toute l'importance qu'elle a eue dans le monde cinématographique mondial. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris quelques minutes pour vous parler d'elle. Bébé, la grande Brigitte Bardot, décédée le 28 décembre dernier, l'une des dernières célébrités à mourir en 2025. Là-dessus, on va faire une pause, mesdames, messieurs. C'était mon petit hommage à Brigitte et à mes années de jeunesse, où elle a été la plus belle de toute notre vie. Au retour, rock and roll. Rick Hughes est avec nous. Mon prochain invité, mesdames et messieurs, est un incontournable dans les chanteurs rock du Québec, dans notre paysage de télé, de culture au Québec, parce qu'il chante autant en anglais qu'en français. Il est aussi bon dans les ballades que dans le hard rock. Il est avec nous, Rick Hughes, avec beaucoup de plaisir. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Merci beaucoup de la façon dont tu m'as présenté, parce que c'est vrai, je suis avant tout un chanteur de rock and roll. Puis dans le rock and roll, ben, on trouve des ballades, on trouve du blues, on trouve du hard rock, on trouve un peu de tout. Oui, puis tu chantes dans tout ça, effectivement. C'est un album solo international là, que tu fais là, cette fois-là. Absolument. Je l'ai enregistré à Vancouver au Little Mountain Studio, où ce que Bon Jovi a tout fait ses gros albums. AC/DC a fait ses gros albums-là. Ensuite de ça, j'ai fait aussi des enregistrements à Los Angeles dans le studio du guitariste des Doors, Robbie Krieger. Ben, oui, il joue. D'ailleurs, il joue sur mon album. Ah, il joue sur ton album en plus. Robbie Krieger. Un album bilingue, parce que tu as quelques chansons en français aussi, là, pas juste en anglais. Exactement. Le but de l'album était de faire un album international, pour le marché international. Mais moi, j'ai tout de suite dit aux producteurs, aux réalisateurs que je tenais mordicus qu'il y ait des chansons francophones, parce que je voulais aider à promouvoir la langue francophone dans le rock à travers le monde. Et ça fonctionne très, très bien. Ah ouais. Parce que, hier, je faisais une entrevue avec une radio de Chicago. Et puis le gars me disait qu'il aimait beaucoup mon album. Puis il me disait que sa préférée, il n'était pas capable de la prononcer. Ah oui. C'était la chanson Ça va brasser, la dernière chanson de l'album qui est en français. Oui. C'est une chanson de Pag, hein? Une chanson de Pag Biaro, ça. Une vieille chanson de Pag, exactement. Tu vois, les gens n'ont pas besoin de comprendre pour aimer une chanson. La preuve, c'est ici au Québec. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits américains, anglais qui jouent à radio. C'est en anglais. Puis on ne comprend pas les paroles. Ben oui. Ben oui, il y a bien des gens au Québec qui ne sont pas bilingues, puis ils aiment quand même la chanson. Oui. C'est ça. Mais tu as travaillé avec des gros noms là-dessus. Là. Tu as des gros collaborateurs, des gens importants. Je gardais la liste. Tu sais, Amy Case, qui avait chanté avec Ringo Starr, puis avec plusieurs autres. Là. Tu es allé les chercher. Amy Case, c'est considéré comme la plus grande choriste sur la planète présentement, mais elle est aussi un artiste solo. Un peu comme moi. J'ai été choriste longtemps, puis j'étais un artiste solo aussi. Et puis, elle a chanté avec Ringo Starr, Elton John, Johnny Hallyday, name it. Phil Collins. Oui, absolument. D'ailleurs, Amy, on l'a enregistré à Los Angeles, parce qu'il était à Los Angeles quand c'était le temps de faire c'est le duo Dans la peau. C'est justement une chanson francophone en plus. En fait, c'est une chanson bilingue. Parce que les gens qui se procurent le CD, parce qu'il y a le vinyle, il y a un CD de mon album Rédemption. Oui. Ceux qui se procurent le CD, il y a 11 chansons plutôt que 10. Il y a la chanson Dans la peau qui est bilingue, où elle chante sa partie en anglais. Oui. Et puis pendant qu'elle était en studio à Los Angeles, j'ai demandé à l'auteur, j'ai dit, écrivons un texte en français pour qu'elle soit toute en français, la chanson, si les gens veulent l'écouter tout en français. Alors, c'est ce qu'on a fait. Oui. Pourquoi Rédemption? C'est quand même pas
religieux, là, c'est plutôt un cri du cœur. Comment tu l'expliques? Comment tu as choisi ton titre Redemption, qui veut dire rédemption aussi en français? Parce que c'est un titre bilingue. On peut dire rédemption, on peut dire redemption. Ouais. Parce que à l'âge que je suis rendu, je suis à une place dans ma vie où je suis toujours en introspection. Je focus sur moi continuellement. Ouais. C'est pas égoïste. C'est pas égoïste. C'est dans le but d'être un meilleur chum, un meilleur chanteur, un meilleur maître pour mes chiens, un meilleur tout. Une meilleure personne, oui. Ouais. Je veux vieillir en beauté. Puis moi, je crois sincèrement que le chemin vers vieillir en beauté, c'est vers la rédemption. C'est de se pardonner continuellement nos fautes pour pouvoir s'en débarrasser, pour pouvoir les améliorer. C'est pas religieux, pas du tout, c'est philosophique. Parce que croire en l'homme, c'est un de tes titres. Ça résume bien aussi ce que tu dis, là. Oui, parce que la chanson Croire en l'homme, encore une fois, c'est souvent la préférée. J'ai fait une entrevue avec une radio de la Finlande. Sa chanson préférée au DJ, c'était Croire en l'homme. J'ai dû lui expliquer de quoi ça parlait. Fait que j'y ai dit, je dis, écoute, la chanson, c'est simple. C'est tous les défauts d'un homme. Puis quand on arrive au refrain, ça dit, heureusement qu'il y a les femmes pour nous rendre mieux, pour nous voir mieux que nous sommes, nous faire croire en l'homme. Oui. Ça veut dire que c'est bon. Tes textes, autant en anglais qu'en français, sont excellents. Et puis, tu as des choses à dire. C'est pas juste de la musique, là. Tu as ta musique à toi qu'on connaît. Tu peux hard rock, comme je disais tantôt, tu peux être balade, mais le texte est important aussi, là, dans cet album. Tellement. Moi, je viens de l'école. Écoute, moi, ma mère, elle mangeait de la musique. C'était comme pour moi, c'était sa religion. Ouais. On est des gens spirituels, on est des gens croyants. Moi, je suis moitié italien, moitié irlandais. Les deux, c'est la religion catholique. Veux pas, j'étais à l'église quand j'étais petit gars, puis tout ça. Et puis, ma mère, elle écoutait Elvis, Johnny Cash, Beau Dommage, Charlebois. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Ils content des histoires. Elvis, il contait une histoire quand il chantait. Johnny Cash, pareil. Même chose pour Beau Dommage, même chose pour tous ceux que j'ai nommés. Charlebois, c'était des histoires. Oui. Comme des petits films, là. Tu sais, il y a un début, il y a une histoire, puis il y a une fin, puis vos chansons, ça devient comme un film. Absolument. Et moi, je crois que ma place dans ce monde, c'est d'être. Tu sais, on a toute une façon de penser, une philosophie. Ma philosophie à moi, c'est que j'ai eu un début de vie difficile. Mon enfance a été un peu difficile parce que mon père est décédé très jeune. Donc, j'ai dû me prendre en main moi-même à l'âge de 8 ans. Puis, tu sais, ma mère, elle était là pour nous, mais tu sais, quand tu étais un petit gars, puis tu étais un peu rebelle. Hein. Ouais. Fait que moi, je crois sincèrement que mon rôle, c'est d'être un être de lumière, de positif, d'amener du positif. Je le sais qu'il y a du négatif partout, je le vois. Je ne suis pas aveugle au négatif, mais j'en parle pas. Je veux pas en parler. Il y a du monde que c'est leur spécialité de faire ça. Et puis, c'est pas péjoratif. Il y a des gens qui vont écrire des chansons qui pas nécessairement négatifs, mais ça ne sera pas positif non plus. Puis je vais quand même l'écouter, puis je vais l'aimer parce qu'elle va m'apporter quelque chose. Mais moi, en tant qu'être humain, quand j'écris une chanson, quand je fais de quoi, moi, je veux amener du positif dans la vie des gens. Ben, c'est bien, c'est très bien. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, croire en l'homme. Hein, ton thème rédemption est parfaitement choisi parce que tu as de l'expérience aussi. Tu as été sur les scènes avec les plus grands, là. Tu en as fait du stock, là. Moi, j'ai commencé ma carrière, là, ça a fait comme une fusée. Ben ça a oui. fait froum. En première partie de Metallica, j'avais 23 ans. Je faisais la première partie de Metallica pour la tournée Master of Puppets. Pour ça que les gens, des fois, les gens me voient à tort comme un chanteur de métal. Parce qu'à l'époque, c'était le métal qui était le plus populaire, même les radios, au Forum de Montréal. Metallica, Ozzy, Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden, ils venaient tous les années, puis ils remplissaient, puis ça jouait à radio, puis c'était ça.
Ouais. Moi, j'ai chanté du métal dans ce temps-là. Mais quand les années 80 ont passé, je suis tombé dans les années 90, j'ai arrêté, je chantais plus du métal, déjà rendu des années 90. Puis c'est par choix. Parce que le métal avait trop changé à mon goût. C'était plus mélodieux, c'était trop vite, c'était plus ça. Mais là, l'album, ça te ressemble, c'est vraiment toi. C'est là où tu es rendu dans ta vie, puis c'est ça que tu nous racontes dans tes chansons. Du bon rock. Puis comme j'ai dit tantôt, ce qui est le fun du style de musique rock and roll ou rock, c'est qu'il y a tout. Comme tu as dit tantôt, il y a des ballades, il y a des blues, il y a du hard rock. La musique rock est très diversifiée quand tu y penses. Ben écoute, je suis bien content de parler avec toi parce que j'ai bien aimé bel album. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Je l'ai bien écouté hier. Je pense que tu as fait un beau produit. Et il est en plus sur l'international. Mais c'est une compagnie, de ce que j'ai vu, Deco Entertainment, qui a l'air très bien également. Tu es bien entouré. Bonne compagnie également sur les relations de presse. Alors, beaucoup de succès, Eric. Ben, écoute, en terminant, je t'inviterais à aller voir le vidéoclip que j'ai fait. J'étais avec les musiciens de Ozzy Osbourne. Pour une chanson, la chanson sur l'album de Real Me, c'est les musiciens de Ozzy Osbourne qui l'ont enregistré avec moi, cette chanson-là. Là, ici, on parle de Brad Gillis, Tommy Aldridge, Rudy Sarzo. Et puis, quand on a eu fini, on les a invités à faire un vidéoclip. Ils nous ont dit oui. Fait qu'on est allé à Los Angeles, à Burbank, à Hollywood, pour enregistrer le vidéoclip avec les musiciens d'Ozzy Osbourne. Ah, ben c'est bien. Ben c'est avec ça qu'on va terminer. On va en regarder un petit bout. Parfait. Rick, à la prochaine. Quand tu passes par Québec, tu viens en studio. Merci beaucoup. Merci. Salut. C'est une invitation que j'accepte. À la prochaine. Redemption ou Rédemption, son tout nouvel album sur l'International. Une émission tout à fait spéciale de tout genre, et des souvenirs et de la musique actuelle. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, mesdames, messieurs, l'invité du prochain rendez-vous, Patrick Normand. Au revoir. Cette émission vous a été présentée par Le Voyagiste de Québec, le spécialiste des voyages de groupe accompagnés en français.